Alors, quelquefois, je rêve que je suis ce vieux soldat. Il a posé son shako sur la cheminée, un shako surmonté d'un lumière rouge, signe distinctif des soldats d'élite. Et quant à rêver être un soldat, autant rêver être un soldat d'élite. Son bonnet de police sur la tête, fumant sa pipe, une pipe. Je ne veux problème avec personne. Il rêve. Il prépare ses conférences. Et ce soir, je voudrais être ce vieux sergent. Il a raccroché son sabre au briquet, entouré de sa famille, de ses voisins, de ses enfants, tous l'écoutent religieusement. Même le chien d'ailleurs. Écoutez son épopée à travers l'Europe avec son demi-dieu. Et ce soir, eh bien, ce vieux sergent va vous raconter 1798, l'expédition d'Égypte de Bonaparte. À Toulon, l'effervescence est grande, tant dans la ville que sur le port, ce mois de mai 1798. En effet, une partie de l'armée d'Italie est là, celle-là même qui, le soir de l'audit, a décerné à Bonaparte le grade honorifique de caporal. Elle attend son chef qui l'a conduite si souvent à la victoire et qu'elle idolâtre pour repartir vers de nouveaux horizons ignorés de tous. En effet, ils ne savent qu'une seule chose. Ils partent avec Bonaparte et son étoile. Où nous allons, c'est ce que personne ne sait. Le secret est mieux gardé. En tout cas, nous allons loin, tout l'indique. C'est ce que le capitaine Durand écrit à son père. L'enthousiasme grandit encore lorsque Bonaparte arrive à Toulon le 9 mai. Et toujours sans leur annoncer la destination de cette expédition, Bonaparte s'adresse à son armée en ces termes. Soldats, vous êtes une des ailes de l'armée d'Angleterre. Vous avez fait la guerre de montagne, de plaine, de siège. Il vous reste à faire la guerre maritime. Les légions romaines que vous avez quelquefois imitées, mais pas encore égalées, combattaient Carthage tour à tour sur cette mer et aux plaines de Zama. Soldats, l'Europe a les yeux sur vous. Soldats, matelots, vous avez été jusqu'ici négligés. Aujourd'hui, la plus grande sollicitude de la République est pour vous. Vous serez digne de l'armée dont vous faites partie. Ainsi commençait cette folle, téméraire, extravagante, mais néanmoins fabuleuse et romantique expédition d'Égypte. L'Égypte fait partie du vaste empire ottoman dont elle s'affranchit progressivement sous la pression des Bèzes et des Mamelouks, profitant aussi de l'affaiblissement de cet empire en conflit avec l'Autriche et la Russie. Enfin, les Anglais, à qui leur marine permet d'atteindre tous les continents, ont des relations commerciales privilégiées et importantes via l'Égypte avec les Indes. Alors, voyons tout d'abord qui est ce Bonaparte. Ce Bonaparte, dont le génie militaire notamment vient de se révéler en Italie. Gaspard Monge, son professeur de mathématiques, le notait ainsi à sa sortie de l'école militaire. Ambitieux et aspirant à tout. D'autre part, dans la perspective de l'expédition d'Égypte, on peut attribuer à Bonaparte deux définitions succinctes. La première, né en Corse, Bonaparte est un insulaire méditerranéen.
La seconde, cette Corse, son pays natal, a été dominée pendant plus de 2 ans. En juin 1994 à octobre 1996 par les Anglais. Il les a en aversion. C'est donc tout naturellement qu'il pense à l'Orient et à l'Égypte pour contrer les Anglais dans leur commerce et reconquérir la Méditerranée sans sous-estimer son rêve d'Orient. Il avait précédemment écrit au Directoire le 16 juin 1997. Les temps ne sont pas éloignés où nous sentirons que pour détruire véritablement l'Angleterre, il faut nous emparer d'Égypte. Et à Talleyrand, nouveau ministre des Relations extérieures depuis le 18 juillet, il écrit le 13 septembre. Pourquoi ne nous emparerions-nous pas de l'île de Malte? Avec l'île de Saint-Pierre, Malte, Corfou, etc. Nous serions les maîtres de toute la Méditerranée. S'il arrivait qu'à notre paix avec l'Angleterre, nous fussions obligés de céder le cap de Bonne-Espérance, il faudrait nous emparer d'Égypte. Et à voir cette carte et la Méditerranée, on comprend déjà que c'est un fin stratège. L'expédition d'Égypte était déjà toute dans sa tête. Rentré à Paris, Bonaparte est reçu solennellement le 10 décembre 1997 par le Directoire au Palais du Luxembourg. Mais le Directoire craint et haït ce jeune général qui a gagné brillamment cette première campagne d'Italie et, je vous rappelle, qui a conclu la paix avec l'Autriche par le traité de Campo Formio, en contradiction d'ailleurs des ordres qu'il avait reçus de ce même Directoire. Alors, il tente sans succès d'obtenir une dispense d'âge pour être directeur. Et il dit à Bourrienne: le fruit n'est pas encore mûr. Si le traité de Campo Formio, Il n'y a rien à faire. Ils ne veulent entendre à rien. Je vois que si je reste, je suis coulé dans deux. Tout s'use ici, je n'ai déjà plus de gloire. Cette petite Europe n'en fournit pas assez. Il faut aller en Orient. Toutes les grandes gloires viennent de là. donc ce que rapporte Bourrienne conclut ou schématise déjà sa pensée. Alors le traité de Campo Formio avait certes éliminé l'Autriche du théâtre de la guerre, mais restait l'Angleterre, l'ennemi héréditaire. Le Directoire, voici le traité de Campo Formio, sous la signature bien sûr de Bonaparte. Si le Directoire l'a nommé le 26 octobre 1997 commandant en chef de l'armée d'Angleterre, il poursuit toujours à Bourrienne. Cependant, je veux auparavant aller faire une tournée sur les côtes pour m'assurer par moi-même de ce que l'on peut entreprendre. Si la réussite d'une descente en Angleterre me paraît douteuse, comme je le crains, l'armée d'Angleterre deviendra l'armée d'Orient et je vais en Égypte. Et le 8 février, Bonaparte part inspecter le littoral de la mer du Nord. Il acquiert là la conviction qu'il faut livrer bataille à l'Angleterre, non pas sur les rives de la Tamise, mais sur les rives du Nil. Bourrienne rapporte dans ses mémoires ces paroles de Bonaparte. C'est un coup de dé trop chanceux. Je ne le hasarderai pas, je ne peux pas jouer ainsi le sort de cette belle France. Il en revient 10 jours plus tard et fait son rapport au Directoire. Nous n'acquérerons pas d'ici plusieurs années la supériorité des mers. Opérer une descente en Angleterre sans être maître de la mer est l'opération la plus hardie et la plus difficile qui soit. Et avec la suite dans les idées qu'on lui connaît maintenant, on n'est pas étonné qu'il termine par: Il faudrait remplacer un débarquement en Angleterre par une expédition dans le Levant qui aurait au moins l'avantage de menacer le commerce britannique aux Indes. D'ailleurs, lorsque, rappelez-vous, faites tout effort de mémoire et projetons-nous quelques années après, en 1803, lorsqu'il est sur la Manche et dans le camp de Boulogne, il s'apercevra que, effectivement,
s'il n'est pas maître de la mer, il ne peut pas traverser. Alors, entre en scène Talleyrand, notre second personnage. Talleyrand pense que l'Égypte peut avantageusement remplacer le Canada, perdu au terme du traité de Paris de 1763 entre la France et la Grande-Bretagne, mettant fin à la guerre de 7 ans. Il présente donc au directoire, le 13 février 1998, un mémoire dans lequel il dit notamment: l'Égypte fut une province de la République romaine. Il faut qu'elle le devienne de la République française. La conquête des Romains fut l'époque de la décadence de ce beau pays. La conquête des Français sera celle de sa prospérité. En somme, la conquête de l'Égypte doit s'imposer au directoire, troisième personnage, comme la solution de rechange à la descente qu'il préconise en Angleterre. Le directoire examine le rapport de Bonaparte à la lumière du mémoire de Talleyrand, mais outre les arguments présentés, il en est un qui, sans être exprimé, est dans les esprits du directoire. En effet, ce projet permettrait d'éloigner de France ce général Bonaparte jugé bien encombrant. Et c'est ainsi que le 5 mars 1698, le directoire accepte le projet par divers décrets qui resteront manuscrits, non imprimés ni publiés pour assurer le secret. Les instructions du directoire à Bonaparte sont les suivantes. Il s'emparera de l'Égypte. Il chassera les Anglais de toutes les possessions de l'Orient où il pourra arriver. Il fera couper l'isthme de Suez et il prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la libre et exclusive possession de la mer Rouge. Il améliorera par tous les moyens possibles le sort des naturels de l'Égypte. Immédiatement, Bonaparte se met au travail et l'extraordinaire machine à organiser et à dicter qu'on connaîtra sous l'Empire se met en route. Citons toujours Bourrienne. Bonaparte travaille nuit et jour à l'exécution de son projet. Je ne lui ai jamais vu tant d'activité. Il organise tout là où il n'y avait rien. Les ordres et les instructions se succédaient avec une rapidité extraordinaire. C'est lui qui a organisé l'armée d'Orient, procuré de l'argent, désigné les chefs, réuni les vaisseaux, frégates et bâtiments de transport. Et c'est une armada de 350 navires et 50 000 hommes qui partira de 5 ports différents: Toulon, Marseille, Ajaccio, Gênes et Civitavecchia, pour se rallier en mer. Le tout organisé, mis en place et en état de prendre la mer en un peu plus de 2 mois. Un vrai tour de force. Mais son trait de génie fut d'emmener avec lui des savants et des ingénieurs. Il crée pour cela la Commission des sciences et des arts de l'armée d'Orient, dont le commandement est confié au général Maximilien de Caffarelli du Falga, l'homme à la jambe de bois. Avec l'aide du binôme Gaspard Monge, l'un des fondateurs de l'école polytechnique, et de Claude Louis Berthollet, l'illustre chimiste, il constitue une brochette de scientifiques, ingénieurs, artistes et autres qui ne tarderont pas à être appelés les savants. Quelques-uns des plus grands noms de l'époque y figurent à côté de jeunes gens encore inconnus, mais qui allaient s'illustrer par la suite. La voici donc prête, cette expédition, que Thiers résume par cette phrase. Tout ce que la France avait de plus illustre dans la guerre, les sciences, les arts, allait sous la foi du jeune général s'embarquer pour une destination inconnue. Il n'y a plus donc pour Bonaparte qu'à en prendre le commandement. Et, le 3 mai au soir, pour déjouer l'attention des espions anglais, Bonaparte se montre au théâtre avec Joséphine. Puis, vers minuit, il quitte Paris à bord d'une berline qui file sur les routes de la Bourgogne, par Châlons et Mâcon. À Lyon, Bonaparte fait embarquer la berline et descend le Rhône.
jusqu'à Avignon, puis au galop jusqu'à Aix. Un peu avant Roquevert, dans la nuit, l'étoile de Bonaparte, voilà, elle vient, oui, bon. L'étoile de Bonaparte se manifeste. En effet, un arbre tombé sur la route retient miraculeusement l'attelage qui allait s'engager sur un pont écroulé la veille. Et le 9 mai, il arrive à Toulon. Des vents contraires retardent le départ de la flotte, et ce n'est que le 19 mai, au soleil couchant, qu'on met à la voile. Au bruit des canons de la rade, des fanfares et des exclamations de toute l'armée, et d'une foule immense massée sur les quais et le long de la côte. On double l'effort de l'Aiguillette. Et de Balaguier, qui ont fait connaître le jeune Bonaparte lors de la prise de Toulon. Alors Bonaparte communique la nouvelle du départ au directoire par ces mots. Il est 7 heures du matin. Il est 7 heures du matin. L'escadre légère est partie. Le convoi défile et nous levons l'ancre avec un très beau temps. À Paris, Barras, à la lecture de cette dépêche, se serait exclamé avec un soupir de soulagement. Enfin, il est parti. Quant aux Anglais, que font-ils? Thiers écrit. Le cabinet anglais était depuis 6 mois dans l'épouvante et ne savait de quel côté viendrait éclater l'orage qui se formait depuis si longtemps. À croire que le secret avait été bien gardé. Le cabinet anglais avait détaché Nelson avec trois vaisseaux pour couvrir la Méditerranée et observer la marche des Français qu'ils pensaient vouloir se joindre à la flotte espagnole pour fondre ensuite sur les îles britanniques. C'était leur hantise. Nelson se trouve effectivement là, au large des îles d'Hyères, en surveillance, lors du départ, le 19 mai. Alors, j'ai représenté, bien sûr, les Anglais le cercle rouge et les Français le triangle bleu. Cependant, le lendemain du départ, dans la nuit du 20 au 21 mai, un fort coup de vent l'a dispersé et l'a rejeté au large, détruisant une partie de la voilure de son vaisseau. Nelson a dû se regrouper et se réfugier pour réparer à l'île Saint-Pierre, au sud de la Sardaigne. Nelson oubliait qu'il avait à lutter également avec l'étoile de Bonaparte, que vous allez en juger. La flotte française, pendant ce temps, vogue vers Gênes, où elle est rejointe le 21 mai par le convoi partant de ce port. Elle cingle ensuite vers la Corse, où là, la rallie le 27 mai, le convoi d'Ajaccio. Puis, elle attend 3 jours, le long de la Sardaigne, le convoi de Civitavecchia, lequel avait pris de l'avance et qu'elle ne retrouvera qu'à Malte. Quand les réparations faites, Nelson revient devant Toulon. Voilà, voici, le 1er juin. Voilà, la flotte française est partie. Mais pour quelle direction? Nelson reçoit là le renfort de 11 vaisseaux de guerre avec ordre de faire la chasse à la flotte française et la détruire où qu'il la trouve. Bonaparte convoitait Malte dans sa stratégie de maîtrise de la Méditerranée, rappelez-vous. Il y arrive le 9 juin. Il arrive au port de la Valette. Il demande au grand maître la faculté de faire de l'eau. Ferdinand de Humboldt oppose un refus absolu. Bonaparte prend prétexte de ce refus injustifié, ordonne le débarquement et le lendemain, 10 juin,
La résistance est peu acharnée. On négocie et rapidement les chevaliers abandonnent à la France la souveraineté de Malte. Le 19 juin, la flotte française reprend la mer, laissant sur place 4000 hommes sous le commandement du général Vaubois. Le 20 juin, Nelson est à Messine et là il apprend que Bonaparte s'est emparé de Malte. Il comprend alors la stratégie du Corse et que sa destination est l'Égypte. Il décide alors de foncer sur Alexandrie. Et là, dans la nuit du 22 au 23 juin, l'étoile de Bonaparte va à nouveau intervenir et à mon sens s'amuser un peu. Jugez-en. Nelson, fougueux et plein de rage, veut se venger de l'humiliation qu'il a essuyée en laissant partir les Français sans y avoir rien vu. Il fonce alors, toute voile dehors pour les rattraper, et va dépasser la petite flotte de Bonaparte, qui paisible, enfin c'est un grand mot, du moins retardée par ses lourdes cargaisons, et dont la flotte s'étale sur 8 km². L'étoile va les faire se frôler, oui, heureusement il apparaît l'étoile, va les faire se frôler à 50 km peut-être, sans se voir, non sans avoir tout de même pris la précaution de saupoudrer un peu de brume au cas où. Nelson arrive le 28 juin devant Alexandrie, pas de Français. Il repart le lendemain pour la côte syrienne, puis Chypre. Ne voyant toujours rien, il revient en Méditerranée occidentale et jette l'ancre à Syracuse, car il a besoin de fer, de l'eau, du ravitaillement et quelques travaux de réparation. Pendant ce temps, la vie quotidienne s'est organisée chez les Français. Bonaparte, à bord du navire amiral Lorient, s'entretient tous les jours avec les savants. Le 28 juin, alors qu'on approche des côtes d'Afrique, Bonaparte dicte et fait imprimer sa proclamation, au terme de laquelle il révèle enfin sa destination. Enfin sa destination. Soldats, vous allez entreprendre une conquête dont les effets sur la civilisation et le commerce du monde sont incalculables. Vous porterez à l'Angleterre le coup le plus sûr et le plus sensible, en attendant que vous puissiez lui donner le coup de mort. Les baies mamelouks qui favorisent exclusivement le commerce anglais, qui ont couvert d'avalie nos négociants et tyrannisent les malheureux habitants du Nil, quelques jours après notre arrivée n'existeront plus. Les peuples avec lesquels nous allons vivre sont mahométans. Leur premier article de foi est celui-ci. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu et Mahomet est son prophète. Ne les contredisez pas. Agissez avec eux comme nous avons agi avec les Juifs, avec les Italiens. Ayez des égards pour leurs mouftis et leurs imams. Les légions romaines protégeaient toutes les religions. La première ville que nous avons rencontrée a été bâtie par Alexandre. Bonaparte marche dans les pas d'Alexandre le Grand. Le 30 juin, au matin, la terre d'Afrique apparaît à l'horizon. Malus, l'un des savants et mémorialistes, écrit: On découvre, à la pointe du jour, la colonne de Pompée et les minarets de la ville. Au soir, on arrive en vue d'Alexandrie. On aperçoit la tour des Arabes. Le lendemain, 1er juillet, Bonaparte, informé de la courte apparition des Anglais, il y a 3 jours, et craignant leur retour, décide de débarquer, malgré une mer houleuse et la présence des récifs. L'amiral Bruillesque, où il y a l'écran, tente de dissuader Bonaparte de débarquer dans ces conditions. Bonaparte, qui l'écoutait avec impatience et humeur, lui répond brusquement: Amiral, nous n'avons pas de temps à perdre. La fortune ne me donne que 3 jours. Si je n'en profite pas, nous sommes perdus. Bourrienne. Comptez beaucoup sur la fortune. Cette chimérique idée a constamment influé sur ses résolutions. Bonaparte n'était pas le seul à croire en la fortune. Pour preuve, lorsque Bonaparte et Bruillès se séparent à l'issue du débarquement,
Bruyès se serait écrié. C'est la fortune qui m'abandonne. Et je vais attaquer la deuxième partie, le débarquement et les faits militaires. Et ce débarquement a lieu le 1er juillet, dans des conditions d'une mer un peu houleuse.